président de la République Alassane Ouattara est à Addis Abeba en Éthiopie. Il prend part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. En marge de ce sommet, il a reçu le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le président djiboutien et burkinabé. Il a également pris part à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les travaux du pont sur la rivière Tiemba du Lac-Dougou dans la région d'Odiéné a été lancé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On en parle dans cette édition. Au Nigeria, plus de 10 personnes ont été tuées hier vendredi dans un attentat suicide commis par un jeune garçon sur un marché très fréquenté de Gomé dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Addis Abeba en Éthiopie où il prend part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. En marge de ce sommet, il a reçu successivement le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les présidents djiboutiens et burkinabé. Envoyé spécial de RTI 1 à Addis Abeba, Jérôme Kofi Aboléa. Le retour en Côte d'Ivoire des réfugiés ivoiriens au Libéria tient à cœur au président de la République, Alassane Ouattara. En recevant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au siège de l'Union africaine, en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union à Addis Abeba, il a une fois de plus trouvé l'occasion d'en parler. On a parlé surtout de l'évolution positive du rapatriement des réfugiés ivoiriens et notamment du Libéria, qui, comme vous le savez, vient de recommencer après une pause due à l'Ebola et qui promet de devenir un retour définitif et assez rapide. Donc j'ai félicité le président de la République et le gouvernement ivoirien parce que c'est la volonté politique de créer les conditions favorables au retour qui ont permis ce retour. Et nous avons discuté également de l'importance d'établir des mesures de réintégration pour les gens, pour les personnes, pour les réfugiés qui sont rapatriés et nous nous sommes trouvés complètement d'accord à ce sujet. Par ailleurs, maintenir la Côte d'Ivoire dans le concert des nations demeure l'une des priorités du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État en a encore donné la preuve avec les nombreux échanges dans ce sens, toujours dans la capitale éthiopienne. D'abord les entretiens avec le président de Djibouti. Relations bilatérales, la coopération économique, les problèmes de la région. Le président de la République a ensuite échangé avec son homologue du Burkina Faso. Les deux chefs d'État ont encore affiché leur volonté d'œuvrer en vue de la consolidation des relations entre leurs deux pays frères. La participation à la session de l'Union africaine est toujours une occasion pour les chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, je dirais, sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour nous, nous l'avons dit et toujours répété, nous avons le devoir de faire en sorte que cette relation soit renforcée, que cet axe soit consolidé et que nous puissions faire en sorte que les événements qui ont pu se passer ça et là, nous puissions considérer que ce sont des événements qui doivent relever du passé et que nous devons travailler à faire en sorte que véritablement nous puissions rétablir la confiance au sommet et également entre nos peuples. Et je crois que les dispositions seront prises de part et d'autre pour que cela soit ainsi. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'ont nullement l'intention de se départir de leur principe de toujours avoir des liens qu'ils veulent historiques et exemplaires. Autre activité du chef de l'État ivoirien à Addis Abeba, il a participé au 24e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les PMAEP et à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et nous allons rester avec notre envoyé spécial Jérôme Kofi Aboléa. Trois préoccupations majeures à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue ce vendredi à la veille du 26e sommet ordinaire de l'Union.
Il s'agit du terrorisme, de la situation au Sud-Soudan et de celle au Burundi. Face à l'urgence, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à cette session, la 751e du genre, pour davantage d'efforts afin d'enrayer les actes de terrorisme dans les zones concernées et de mettre tout en œuvre pour éviter le chaos au Sud-Soudan et au Burundi. Au nombre des personnalités présentes à cette rencontre, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Mais bien avant, le chef de l'État ivoirien a pris part au 24e forum du MAEP en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce forum, organisé pour répondre à une préoccupation, à savoir comment revitaliser le mécanisme africain d'évaluation par les pairs en vue du renforcement de la gouvernance en Afrique. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, président du forum, a par conséquent demandé aux pays membres du mécanisme non à jour de s'acquitter de leurs cotisations. Il a par ailleurs souhaité une intégration plus poussée du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'Union africaine. Lors de la séance du huis clos, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a fait une communication sur le rôle du MAEP dans le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de la période après 2015. Le prochain sommet du MAEP est prévu en juin 2016. Jérôme Kofi Abolin, rappelons que le thème de ce 26e sommet qui s'ouvre ce samedi est 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes au deuxième grand titre de cette édition et parlons des travaux du pont sur la rivière Tiemba à Dioulaté-Dougou dans la région d'Odiéné. Les travaux qui vont durer 12 mois ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Thomas Gessambi. Cette liesse à Dioulaté-Dougou, région d'Odiéné, a tout son sens pour cette population venue d'horizons divers bénir les pas du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le démarrage des travaux du pont pour franchir la rivière Tiemba. Un projet qui devrait désenclaver totalement une localité dotée d'une potentialité agricole considérable. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que tout Dioulaté-Dougou prête attention à la présentation du projet fait par le ministre des Infrastructures économiques. L'ouvrage qui se tiendra ici dans 12 mois est un pont à poutres en béton armé de 4 travées de 15 mètres, 80. Le coût du projet est estimé à 928 millions et sera financé entièrement sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, en saluant l'implication du président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Seydou Eliman Diarra, fils de Dioulaté-Dougou, met en relief les intérêts de la réalisation d'un tel projet. Il s'agit donc de relier deux régions et deux communautés de femmes et d'hommes qui en fait sont les mêmes, car elles partagent la même culture faite d'hospitalité, de solidarité et d'acharnement au travail. Je veux parler du Kabadougou et du Ourodougou. Ces travaux permettront de désenclaver la sous-préfecture de Dioulaté-Dougou, qui regorge d'importantes productions agricoles, mais aussi de faciliter le transport des personnes et des biens entre la région du Ourodougou et celle du Kabadougou, et améliorer l'accessibilité des zones traversées tout en favorisant leur mise en valeur. La réalisation du pont de Dioulaté-Dougou fait partie du vaste programme gouvernemental de construction à long terme de 1000 ponts sous l'égide du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a comme autre activité visité le siège du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG ici à Abidjan. Le chef du gouvernement ivoirien est allé s'imprégner du fonctionnement de cet outil de communication sur les actions du gouvernement ivoirien. Kwasi Mamadou. Créé en 2004, le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, sous l'autorité du Premier ministre, s'est engagé dans la promotion des actions du gouvernement en collaboration avec les services de communication des différents ministères. En plus de promouvoir les actions du gouvernement sur le terrain, le CICG fait également remonter au gouvernement les préoccupations des populations.
La visite du Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, dans les locaux de sa structure a permis à sa directrice générale de présenter les acquis de sa structure depuis 2011. C'est un outil interministériel parce que, comme vous le savez, le gouvernement a adopté une stratégie de communication en 2013 dans lequel il était dicté 7 principes directeurs dont l'un des principes est de faire de tous les membres du gouvernement des porte-paroles. Donc nous avons développé cette plateforme effectivement que nous appelons GouVEDL pour permettre à chacun des ministres, à partir de cette plateforme, d'accéder à toute l'information sur tous les autres domaines d'action du gouvernement. Et également, ça c'est notre métier de communication, leur dire la position du gouvernement. Le Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, salue les initiatives du CICG. Il exhorte le personnel à faire davantage pour les défis futurs. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la communication pour un gouvernement. Car au fond, gouverner, c'est aussi communiquer. L'Ivoirien nouveau, comme vous le savez, constitue le 5e engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République en vue de l'émergence à l'horizon 2020. L'avènement de cet Ivoirien nouveau passe également par une communication institutionnelle de qualité qui contribuera à mieux informer nos compatriotes sur les actions du gouvernement, afin qu'ils se les approprient et participent à leur mise en œuvre. Dans ce sens, je voudrais insister sur la nécessaire synergie d'action avec toutes les autres instances et acteurs intervenant dans le processus de la communication gouvernementale. De nombreux outils ont été mis sur pied par le CICG. Il s'agit entre autres de GouVEDL, Gouv Digital pour la promotion des actions du gouvernement en langue vernaculaire et le centre d'appel Allo 101, Allo Gouvernement. Autre chose à présent, hier vendredi, c'était le 2e jour du procès de l'ancien président ivoirien à la Cour pénale internationale. Des vidéos d'attaques présumées chez des forces gouvernementales sous l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo contre des civils et des dépouilles alignées dans les rues d'Abidjan ont été projetées par l'accusation à la Cour pénale internationale. Les audiences suspendues ce week-end reprendront le lundi prochain. Dans le domaine de la sécurité, sachez que 947 élèves, commissaires, officiers et sous-officiers de la police nationale font leur entrée dans la grande famille des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Après une formation commune de base de 3 mois, ils ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie à l'École nationale de police et c'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du ministre chargé de la Défense Alain Dombaï. Témoin pour RTI 1, Abou Sanogo. Ce sont 43 élèves commissaires, 104 élèves officiers et 800 élèves sous-officiers de la promotion 2015-2017. Ils ont suivi pendant 3 mois environ la formation commune de base simultanément à l'École nationale de police et à ACPAS à Gabou. Formés par des instructeurs militaires issus des 14 bataillons de forces terrestres, ces 947 élèves ont été présentés au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du ministre chargé de la Défense Alain Dombaï. Le colonel-major Julien Sébastien Undrikwami, commandant second les forces terrestres, a exhorté les recrues à être des citoyens modèles. Ce drapeau est désormais la prunelle de vos yeux. Gardez à l'esprit, chaque fois que vous vous inclinerez devant lui ou vous le saluerez, qu'il est une invite à l'appel du devoir pour la défense des intérêts vitaux de la nation, chaque fois que de besoin. En présence de parents, proches et de la chaîne des grands commandements, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a engagé les recrues à améliorer l'image de la police. Nos pays sont en proie à de nombreux défis en matière de sécurité liés au contexte international qui lui-même est marqué par le terrorisme. Donc, vous devez être capable de bien vous former pour relever tous ces défis. Je compte sur vous pour être des élèves policiers modèles, parce que nous avons demandé à la direction de la formation d'élever le niveau d'instruction de nos hommes pour garantir l'émergence
d'un policier de qualité. À ces recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques fondamentales, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Reportage signé Abou Sanogo. Air Côte d'Ivoire élargit sa flotte. La compagnie aérienne nationale a un avion flambant neuf de type bombardier. Objectif de cette acquisition, la multiplication de ses dessertes. C'est un modèle d'H8 Q400 qui vient renforcer la flotte d'Air Côte d'Ivoire et porte désormais à 3 le nombre d'appareils issus du même constructeur canadien Bombardier. Capacité d'accueil, 66 passagers. Cet avion rapide et confortable nous permet d'ouvrir des liaisons dans la sous-région à faible potentiel, tout en mettant des fréquences de 1 à 2 par jour, pour permettre à nos clients ici en Côte d'Ivoire d'aller par exemple le matin à Accra ou à Lomé ou à Cotonou et rentrer le soir sans devoir avoir un hébergement à destination. La compagnie ivoirienne négocie activement en ce moment avec Bombardier pour acheter un 4e avion. Je pense que nos amis canadiens n'hésiteront plus de compter sur nous pour qu'ensemble, nous puissions voler dans le ciel africain et pourquoi pas d'autres destinations. Parce qu'avant 2020, il nous faut encore beaucoup plus d'avions pour beaucoup plus de destinations. Avec 482 employés, dont 63 pilotes, une flotte qui compte désormais 7 avions, Air Côte d'Ivoire rêve grand. Un rêve qui présage des lendemains meilleurs, avec 20 villes desservies, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. La compagnie a transporté en 2015 600 000 passagers. Jean-Jacques Ouaméala, le séminaire bilan 2015 et perspective 2016 du Trésor public ivoirien a pris fin à Yamoussoukro. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a défini sa feuille de route qui se décline en 12 axes principaux. Kader Sogodogo, RTI Boaké. 93,53% d'exécution du plan d'action 2015. C'est ce qui ressort du bilan de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour l'année écoulée. Si le Trésor public a contribué énormément en 2015 à la forte croissance économique de la Côte d'Ivoire, avec plus de 1300 milliards de francs CFA mobilisés, pour cette année 2016, l'institution est encore attendue. Il aura contribué en 2015 aux notes positives du Trésor public en qualité de directeur général. Pour cette année 2016, c'est en qualité de ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances que Adama Koné, qui faisait sa première sortie officielle depuis son entrée au gouvernement, a rappelé les attentes du pays vis-à-vis du Trésor public. Le Trésor public sera une fois encore fortement sollicité, notamment dans la mobilisation des ressources sur le marché des capitaux, dont le montant attendu au titre du budget 2016 a été rappelé tout à l'heure, qui est d'environ 1192 milliards de francs CFA. Il reviendra également au Trésor public d'assurer une gestion optimale de la trésorerie afin de faire face avec efficacité aux charges liées à la mise en œuvre du plan national de développement et aux missions régaliennes de l'État. Pour mener à bien la mission à lui assignée par le gouvernement, le Trésor public se fixe des orientations qui se déclinent en 12 axes principaux, de véritables stratégies pour contribuer à l'édification d'une nation émergente avec des Ivoiriens nouveaux. Le chapitre santé de cette édition pour la journée mondiale de la lèpre, les populations sont mises à contribution en faisant des dons, un élan de solidarité qui pourra aider les 722 malades de la lèpre que compte la Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. L'Afrique, à la fin de l'année 2015, enregistre plus de 20 900 cas de malades de la lèpre selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui traduisent l'intensité de la transmission de l'infection continue dans la communauté. Fort heureusement, en Côte d'Ivoire, la lèpre ne constitue plus un problème de santé publique selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En Côte d'Ivoire, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès, faisant ainsi passer le nombre de cas de 120 000 en 1960
à 910 en 2014 et 722 en fin 2015. Ces progrès considérables obtenus sont la résultante des efforts du gouvernement et ses partenaires traditionnels à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer ce fléau, la Côte d'Ivoire figure encore parmi les pays les plus endémiques. La région ouest du pays, dans les départements de Mans, Zouarigna et Oumé, où 16 nouveaux malades ont été dépistés en 2015. Aujourd'hui, il est possible de débarrasser notre pays de la lèpre, car nous disposons d'un traitement efficace, la polychimiothérapie, disponible dans tous les centres de santé et offert gratuitement. Raymond Goudou Kofi exhorte les populations à fréquenter les différents centres de santé pour se faire dépister. Elle invite par la même occasion les artisans de la lutte pour l'élimination de la lèpre à intensifier leurs actions en vue d'une prise en charge et d'un traitement précoce de tout nouveau cas de la lèpre. Vous avez vu là le message du gouvernement et c'est avec Koné Pargasoro. Découvrons maintenant avec Ami Sissoko la cause, l'évolution et les conséquences dramatiques de cette maladie, la lèpre. Amputation des membres, cécité, paralysie, insensibilité des mains et des pieds, exclusion sociale. Ce sont les conséquences de la lèpre, une maladie connue depuis l'Antiquité. La lèpre est causée par une bactérie proche de celle de la tuberculose. Cette bactérie fut découverte en 1873 par le scientifique norvégien Amager Hansen. Elle est d'ailleurs appelée bacille de Hansen. Ce microbe-là, il vit dans la nature. Mais comment il fait pour rentrer dans le corps de la personne, ça c'est connu. C'est par les gouttelettes, les sécrétions nasales en dehors du bacille. On évoque aussi certaines conditions qui favorisent cette maladie. On parle de la pauvreté, des gens qui vivent dans des conditions précaires et puis des gens qui vivent entassés dans un même endroit. Plusieurs signes permettent de reconnaître la lèpre. Le premier signe d'appel, c'est les taches sur la peau. La différence des autres taches qui sont sensibles, quand on pique avec un objet pointu, la personne sent. Dans le cas de la lèpre, la personne qui a la maladie ne sent pas. D'autres signes, c'est des fourmillements dans les pieds, dans les bras, etc., comme des décharges électriques. Mais les principaux signes qu'il faut connaître, c'est les taches insensibles et puis des gros nerfs ou bien des problèmes au niveau neurologique. Les malades de la lèpre attirent très peu la sympathie, alors que la lèpre est très peu contagieuse selon les spécialistes. Il y a deux formes de lèpre. Si le malade a entre 1 et 5 taches, on parle de forme paucibacillaire, c'est-à-dire que la forme est pauvre en microbes. Quand c'est supérieur à 5 taches, on parle de multibacillaire. Ça veut dire que la personne a beaucoup de bacilles dans son corps. Et c'est cette forme-là qui peut à long terme être contagieuse. Mais la contagiosité est très infime. Quelqu'un qui a la lèpre, on peut manger avec lui. On peut dormir avec lui. On peut tout faire avec lui, mais il y a des malades de la lèpre qui sont mariés, qui ont des enfants qui n'ont pas la lèpre. Le bacille de la lèpre se niche généralement sous la peau, dans les muqueuses du nez, de la bouche, de la gorge et dans les nerfs périphériques. La période d'incubation dure plus de 10 ans, d'où la difficulté à lutter contre cette maladie. Toutefois, on guérit de la lèpre. La lèpre est une maladie comme toute autre qui se traite et se guérit totalement. La forme MB, la forme multibacillaire, qui est un peu contagieuse, celle-là, le traitement dure 12 mois. Et pour la forme paucibacillaire, le traitement dure 6 mois. Dès que quelqu'un constate l'apparition de taches sur la peau, on se rend dans un centre de santé, le traitement il est disponible dans tous les centres de santé et ce traitement-là, il est gratuit. Et l'OMS nous offre ces médicaments-là de façon régulière. L'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 200 000 le nombre de nouveaux cas de lèpre par an, dont 60% de formes contagieuses. En Côte d'Ivoire,
Environ 1000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Les zones les plus touchées sont Man et Zongye. Parlons maintenant des 2 sessions de formation des acteurs du secteur des transports qui ont pris fin ici à Abidjan. Le coût d'exploitation et le choix technique des véhicules sont les thèmes qui ont meublé cette formation. Patricia Omouetia. La gestion commerciale et financière de l'entreprise, l'accès au marché, le coût d'exportation et le choix technique des véhicules. Plusieurs entreprises du secteur du transport ont reçu au cours de cette formation toutes les connaissances clés nécessaires pour établir et gérer efficacement leur société de transport. Un camion, c'est un investissement lourd, c'est l'outil de travail des transporteurs. Pour l'autocar, c'est la même chose. S'il est mal choisi dès le départ, ça peut condamner durablement la rentabilité de leur entreprise. Donc la thématique, c'est de leur apprendre à choisir correctement un véhicule. Pour garantir un transport sûr et efficace, les acteurs ont appris à maîtriser le calcul du coût d'exportation et le choix du véhicule, principal outil de travail. Au travers de cette formation, nous avons compris l'importance de ressortir le coût dû à notre activité pour que désormais le prix fixé par rapport au tarif soit un prix qui peut faire vivre l'entreprise. La gestion d'une entreprise de transport routier en 2015 est différente de la gestion d'une entreprise de transport en 2000. Il faut donc que nous puissions adapter notre connaissance aux réalités du moment. Dans le contexte actuel de prise de conscience, cette session de formation vient à point nommé pour responsabiliser les conducteurs. En Côte d'Ivoire, le parc de véhicules, c'est un parc qui est assez vieillissant. Nous avons un âge moyen qui tourne autour de 15 à 20 ans pour le transport de marchandises. Et donc aujourd'hui, on a un projet important de renouvellement du parc auto. Durant 2 semaines, les acteurs du secteur du transport ont bénéficié du soutien technique et de l'encadrement de l'Union européenne. Un projet initié par le Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire. Une nouvelle variété de maïs à rendement est en expérimentation en Côte d'Ivoire depuis 2015 dans les régions de la Marawe et du Bélier. Ce maïs hybride qui produit jusqu'à 20 tonnes à l'hectare a été présenté aux producteurs de la région de Gbeke. Pour des besoins nationaux estimés à plus de 1 million de tonnes en matière de maïs, la Côte d'Ivoire n'a produit que 660 000 tonnes de maïs en 2015. Cela est dû au fait que la variété cultivée par les paysans ivoiriens a un faible rendement, 2 tonnes à l'hectare. Pourtant, le maïs est utilisé par les boulangeries, les unités agro-industrielles et les éleveurs. Pour relever le défi de l'autosuffisance en maïs, la Côte d'Ivoire a fait recours à une autre variété. Il s'agit du maïs hybride. En effet, le maïs hybride est en expérimentation dans le pays. Cette espèce de maïs à haut rendement peut produire jusqu'à 20 tonnes à l'hectare. Après un essai réussi dans les régions du Bélier et de la Marawe, ce maïs a été présenté aux producteurs de la région de Gbeke. Nous l'avons déjà initié dans la région de la Marawe. Cette expérimentation que nous avons effectuée là-bas a eu de bons résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Gbeke parce que nous poursuivons l'expansion du programme dans toutes les autres régions. Plus de 500 producteurs seront les semenciers pour propager cette variété améliorée du maïs. À la présentation du maïs hybride, les producteurs ont été exhortés à vulgariser cette nouvelle variété. Message bien perçu par les paysans. Vous avez constaté la présence massive des chefs. Ça veut dire que le projet annoncé correspond à leurs besoins. À terme, le maïs hybride permettra de créer 2000 emplois et favoriser la formation et l'installation de 5000 producteurs sur 3000 hectares de champs situés dans les régions de la Marawe et du Bélier. Autre titre de cette édition, au Nigeria, plus de 10 personnes ont été tuées hier vendredi dans un attentat suicide commis par un jeune garçon sur un marché très fréquenté de Gombe, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays.
La violence s'est aussi produite en Égypte où 2 officiers de police égyptiens ont été tués et 5 autres blessés hier vendredi lors d'une attaque à la bombe contre leur véhicule blindé dans la péninsule du Sinaï. L'attaque, la deuxième du genre en quelques jours, s'est déroulée à proximité d'une école dans la ville d'Al-Arish. Et puis la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a assuré hier vendredi que son pays allait gagner la guerre contre le virus Zika, alors que des scientifiques estiment que le pays n'a pas réagi à temps face aux moustiques vecteurs de l'épidémie et craignent que les JO d'août soient une source de contamination. Et terminons avec cette information. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent cet après-midi les lions indomptables du Cameroun pour les quarts de finale du CHAN 2016 sur le coup de 16 heures. Donc au stade de Boutare au Rwanda, nos Pachidem tenteront d'atteindre pour la première fois après 3 participations les demi-finales de ce championnat. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.